Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité au podcast Conflit. Nous allons parler cette fois-ci de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui est un lieu extrêmement arpenté, 70 millions de passagers par an environ, ce qui le place en deuxième position dans les aéroports européens, derrière Londres, et en 10e position dans les aéroports mondiaux par rapport donc à ce trafic de passagers. Mais il y a aussi le trafic de fret, bien évidemment. Et puis Roissy, c'est une ville, c'est une industrie, c'est un immense espace qui s'est construit au fur et à mesure. Le premier coup de pelle a été donné en 1964 pour une inauguration le 8 mars 1974. Les aéroports sont des hubs essentiels dans la géopolitique du monde, des endroits d'ailleurs qui sont beaucoup fréquentés, mais souvent peu connus, ou voire méconnus. Et donc nous allons essayer dans cette émission d'en connaître un peu plus sur Roissy-Charles de Gaulle. Et pour en parler, je reçois Julien Scavini. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nos éditeurs vous connaissent peut-être comme tailleur, puisque vous avez une chronique dans le Figaro Magazine, et puis vous tenez également un blog Steve Collard. Et vous avez une boutique de tailleur donc à Paris. Mais avant d'être tailleur, vous avez eu une formation d'architecte, diplômé d'architecture. Et donc vous avez conservé une passion à la fois pour l'aviation et pour l'architecture en général. Et donc vous avez consacré un livre à Roissy-Charles de Gaulle qui vient de paraître aux éditions ETAI, donc consacré à cet aéroport. Un livre qui est agrémenté de nombreuses photos, de cartes, de plans. Donc c'est un beau livre qui permet également de suivre la naissance de cet aéroport et sa vie à travers ces décennies. Peut-être le premier élément, Julien Scavini, quand on parle de Roissy-Charles de Gaulle, on ne peut s'empêcher de faire référence évidemment à l'architecte, qui est d'ailleurs assez peu connu peut-être dans le grand public, Paul Andreu. Pourquoi est-ce que c'est lui qui a été choisi pour bâtir cet aéroport et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Parce qu'il y a beaucoup de contraintes techniques quand on fait un aéroport et en même temps il a voulu donner un style propre à son type d'architecture. Et oui, c'est toute la difficulté pour un architecte, c'est à la fois faire un bâtiment avec une programmation là, très précise, un aéroport, c'est un peu comme faire une usine à la limite, et puis c'est de donner une patte. Alors pour l'architecte, c'est une tâche assez difficile, presque ingrate, parce que l'aéroport c'est une machine à voyager, et en même temps l'architecte veut quand même faire du beau, il veut pas se contenter d'un simple hangar. Alors Paul Andreu, il a été choisi, enfin c'est un peu le fait du hasard, il faut se rappeler et penser que Aéroport de Paris, qui est le constructeur de l'aéroport et celui qui le gère, Aéroport de Paris a été créé en 1946, et dès le départ, il y a eu des architectes, parce qu'en fait, dès le départ, ça a été un bureau d'études et de travaux, parce qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, Aéroport de Paris se voit doté d'un certain nombre d'aéroports en Île-de-France, et dont Orly et dont Le Bourget. Le Bourget, à l'époque, c'est déjà un aéroport, mais vraiment en ruine, et Orly, il n'y a rien. Donc il faut construire. Et donc, dès le départ, le bureau des travaux, il y a des ingénieurs, puis il y a évidemment des architectes. Alors le premier, c'est Henri Vicario, qui construit Orly, on le sait, Orly Nord, ensuite Orly Sud, première génération, puis enfin le grand Orly Sud qu'on connaît, et puis Orly Ouest après, voilà. Donc pendant longtemps, disons 2 à 3 décennies, Henri Vicario a été l'architecte en chef d'Aéroport de Paris. Au moment de la mise en chantier, enfin de la mise en étude du nouvel aéroport de Roissy, à l'époque désigné Paris Nord, Henri Vicario il est très pris par le chantier d'Orly Sud et par le chantier d'Orly Ouest qui va débuter. Donc il a besoin d'un nouvel architecte en chef second, et il se trouve que Paul Andreu reçoit ce rôle. C'est un peu le fait du hasard vraiment. À l'époque, il est encore étudiant en architecture, il est déjà diplômé de Polytechnique et de l'école des ponts et chaussées, donc c'est déjà un ingénieur qualifié, c'est pour ça d'ailleurs qu'il travaille au sein du bureau d'études d'Aéroport de Paris. Il n'est pas encore architecte, et c'est d'ailleurs assez drôle parce qu'il commence à concevoir Roissy sans être vraiment architecte. Alors c'est pas facile ce qu'on lui demande, parce que en plus, pour un jeune architecte, vraiment, c'est pas facile. C'est une ville ex nihilo, c'est plus de 3000 hectares, dont il faut entièrement dessiner d'abord le plan masse, c'est-à-dire, alors ça, ce sont les ingénieurs aéronautiques qui le font, mais définir le plan des pistes. Et au-delà de ça, comment on va disposer les terminaux, comment on va disposer les servitudes, les chaufferies, le château d'eau, enfin, tous les bâtiments annexes. Et donc, pour lui, c'est vraiment à la fois concevoir le plan général, et puis la première aérogare. Parce que, effectivement, vous l'évoquez dans votre ouvrage,
Orly, bon, sont les aéroports et les parties communes que connaissent les passagers. Et puis, il y a tout le reste. Il y a les magasins, il y a la partie cargo, il y a la partie fret, il y a les pompiers, les usines. Donc, c'est un ensemble colossal. Oui, c'est un ensemble immense et assez hétéroclite, à vrai dire. Parce que c'est vrai que la partie émergée de l'iceberg, c'est le terminal, celui qu'on voit. Alors en plus, celui de Roissy, le terminal 1 rond, a vraiment marqué son époque. Mais au-delà de ça, je crois que c'est plus de 300 bâtiments et ouvrages divers qui ont été livrés à l'époque. Donc il y a 8 ans de chantier. Et en 8 ans de chantier, on a réussi à construire alors de nombreux ponts et routes, une chaufferie, un château d'eau, un central téléphonique, des bâtiments des services généraux et des services annexes. En effet, une caserne de pompiers. Et au-delà de ça, le positionnement sur le plan masse d'une partie destinée à l'entretien des avions, ce qu'on appelait la maintenance. Alors pour le coup, là, c'est simplement un plan masse, parce que ce sont d'autres architectes, en tout cas, qui construisent des hangars, même si je crois que Paul Andreu, quand même, a eu un peu la main mise sur certains. Et puis c'est aussi un pôle cargo assez important, comme un port, avec plein de bâtiments autour d'une estuaire, enfin, autour d'une rade. Et là aussi, il y avait un hôtel des affréteurs à l'époque qui a été construit. Donc c'est vraiment un ensemble de bâtiments, oui, assez important. Paul Andreu d'ailleurs dit à ce sujet que les aérogares sont des sortes de diplodocus qui vivent au milieu de toute une petite faune. C'est assez amusant. Alors, ce que vous montrez dans votre ouvrage, c'est que cet aéroport est complètement inscrit dans son époque, où il a été construit, dans les années 70, années 60 années 70, usage du béton, usage du verre, la décoration aussi. On voit des photos avec des fauteuils circulaires d'un orange fluo très années 70. Donc ça, c'est également la volonté de Paul Andreu d'inscrire cet aéroport dans son époque. Absolument, absolument. Paul Andreu et les autres concepteurs, parce qu'il y avait les directeurs généraux des travaux, des infrastructures, etc., ils avaient à peu près le même âge que Paul Andreu. C'est aussi l'époque où Steve Jobs conçoit le nouvel Apple. Donc c'est une époque où les jeunes veulent tenter de nouvelles choses. Paul Andreu disait d'ailleurs à propos de cette époque qu'il vivait un peu dans l'exponentiel. La crise pétrolière, elle arrive en 71. Donc quand Paul Andreu commence l'étude de l'aéroport, il n'y a pas encore de crise pétrolière. On sait que le Boeing 747 va arriver, c'est 69. On sait que le Concorde va arriver aussi à peu près à la même époque. Donc on commence à imaginer des modes de transport supersoniques ou de masse. On parle d'avions de 2000 passagers. Donc ça sidère, je pense, l'esprit des concepteurs de l'époque. Ça peut probablement les effrayer, mais en tout cas, ça les motive à se dire que l'époque va être nouvelle. Et Paul Andreu, lui, veut faire une œuvre nouvelle, parce que c'est un architecte qui, en plus, il est jeune, c'est encore un étudiant, donc je pense qu'il est un peu idéaliste, et il veut marquer son temps. Et il a besoin de faire un saut quantitatif, parce que par rapport à Orly, les progressions de passagers sont énormes, donc il faut faire vraiment un gros aéroport, mais en plus, Paul Andreu, il veut faire qualitatif, et c'est pas facile. Alors pour pouvoir réaliser votre ouvrage, vous avez eu la chance de pouvoir visiter beaucoup d'endroits dans l'aéroport. ADP vous a ouvert pas mal de portes. Ce qui est marquant dans les aéroports, c'est que dans un monde où on a l'impression que les frontières s'effacent, il y a un endroit où il y a de plus en plus de frontières, ce sont les aéroports, et notamment le passage des passagers, qui est beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques années. Ça, vous expliquez aussi avec la police aux frontières, avec différents contrôles, comment ces différents espaces s'imbriquent les uns dans les autres. Oui, alors l'aéroport, c'est un espace très, très compliqué pour ça, parce que c'est la matérialisation d'une frontière, et comme dit l'architecte actuel d'Aéroport de Paris, qui est François Tamizier, il ne peut pas y avoir d'accident dans une frontière. Donc tout doit être extrêmement précis. Et du coup, il y a une imbrication très très forte du constructeur, c'est-à-dire Aéroport de Paris, et des services de l'État, notamment la police. Les uns doivent regarder les plans des autres, et la façon dont l'exploitation se fait intéresse la police ou la gendarmerie. Donc c'est vraiment un lieu très compliqué, et il s'est complexifié beaucoup au fil du temps. Quand Paul Andreu inaugure l'aérogare numéro 1, on prend l'avion comme on prend le train. C'est-à-dire il y a très peu de contrôle. Au fil des années 80, il inaugure les terminaux, enfin les deux premières unités du terminal 2 en 81 et 82. Il y a encore peu d'événements, mais il y a déjà du terrorisme. Donc on commence à mettre des contrôles de sécurité. Et en même temps, Paul Andreu conçoit quand même des aéroports qu'on puisse rendre libres un jour. Dans les années 80, il pense encore que plus tard, les aéroports redeviendront libres. C'est tout le contraire qui s'est passé, ce qui a complexifié la gestion quotidienne en fait, parce qu'au-delà des contrôles de sûreté, des contrôles de sécurité, donc ça c'est le problème lié au terrorisme, il y a aussi le fait de la douane, donc, qui surveille l'entrée et la sortie des marchandises. Donc il y a à la fois deux filtres, il y a la question de la police et de la sûreté, c'est-à-dire liée au terrorisme, et puis la question de l'entrée-sortie de marchandises, illicites ou pas, du territoire. Alors justement, dans votre ouvrage, vous montrez les bagages, où c'est une usine en tant que telle pour la gestion des bagages.
entre le moment où on dépose la valise et au moment où on va la récupérer dans un autre aéroport, il y a là une logistique incroyable. Absolument. On considère qu'à Roissy, en fait, il y a 4 pôles industriels. Il y a le cargo, il y a la nourriture, il y a le transport aérien et il y a les valises. En fait, le traitement des valises, c'est une industrie, c'est un pôle industriel en lui-même. Je crois qu'à Roissy, il faudrait que je trouve le chiffre, mais je ne sais plus combien de milliers de valises, 90 000 valises par jour peuvent être traitées. C'est vraiment énorme. Et ça, à la fois, il faut que ce soit traité de manière logique, c'est-à-dire que la valise aille du passager jusqu'à l'avion, et en plus, la valise subit tout un tas de contrôles de sécurité. Et les contrôles de sécurité se renforcent. Maintenant, elles sont scannées par des appareils de tomographie, je crois. Et un appareil coûte, je crois, 1 million d'euros. Et il y en a 90 ou 100 à Roissy. Donc c'est vraiment des sommes folles qui sont investies dans le traitement de ce qui est vraiment une industrie. En fait, c'est drôle. Au lieu de trier des paquets de farine comme dans une minoterie, là, on trie des valises. On trie à la fois des passagers en partie publique et puis on trie des valises en dessous. Alors, il y a également la question du fret, qui est trié aussi. On a une très belle photo d'Air France avec les avions gros porteurs, qui s'appellent les pélicans, qui sont alignés les uns à côté des autres. Ça aussi, c'est une partie très importante, la partie fret. Oui, d'autant plus importante qu'elle reflète en fait la santé économique d'un pays. Plus un pays exporte ou importe, plus sa partie cargo va être développée. Alors le truc, c'est que Roissy bénéficie d'une très forte attractivité parce que l'emprise est assez libre, donc les sociétés sont assez libres de s'installer, c'est pas comme Isro qui est très serré. Donc en plus du hub d'Air France, il y a FedEx qui s'est installé en 1993, il me semble, et le fait est que en plus du cargo qu'on connaît, c'est-à-dire transporter des avocats, transporter des pièces d'avion, transporter voilà, tout ce qui est colis énorme. Il y a aussi le fret express qui se développe beaucoup ces dernières années, qui a donné aussi une bulle d'oxygène parce que le cargo avait tendanciellement le cargo baissait tendanciellement parce que tout simplement les avions cargo dédiés, les affréteurs en avaient de moins en moins besoin. La flotte cargo s'est quand même extrêmement développée, ce système de conteneurs aussi, et du coup les compagnies aériennes ont eu de moins en moins besoin d'avions dédiés au cargo, et de plus en plus elles ont commencé à vendre les soutes des avions commerciaux, ce qui fait que 30 à 40% peut-être des soutes du vol que vous pouvez prendre, en fait il y a du cargo à l'intérieur, et du coup pour les plateformes aéroportuaires, finalement ça faisait moins de mouvement parce que moins d'avions cargo, ça faisait moins de mouvement, donc moins d'entrée d'argent. Donc il y a quand même une petite bouffée d'oxygène dans les années 90-2000 avec le développement du fret express. Alors il y a FedEx bien sûr, mais il y a Chronopost, DHL, tous les grands groupes qui interviennent. Et puis au-delà de ces compagnies qu'on connaît, il y a quand même un écosystème énorme autour du cargo, des affréteurs, des transitaires. Enfin il y a beaucoup de strates de métiers différents qui interviennent sur l'aéroport. Donc pour le coup, c'est vraiment aussi c'est un pôle très très important, le cargo. Ce qui est intéressant, vous évoquez les strates. On a l'impression d'avoir un aéroport un peu en couche d'oignon où il y a à la fois l'air, mais aussi différents étages, notamment les autoroutes, le train, puisqu'il y a plusieurs gares, dont une gare TGV à Roissy. Oui, c'est vraiment. Enfin, moi, j'ai conçu le livre comme ça. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de strates. Et là, ce qui est intéressant, c'est d'aller visiter chaque strate. Alors souvent, ce qui intéresse, il y a beaucoup de reportages télévisés sur les aéroports, mais souvent c'est le côté un peu régalien de l'État qui plaît. Alors, c'est-à-dire le trafic de cocaïne, la complexité des valises, les valises perdues, etc. Mais il y a quand même beaucoup plus que ça. Faire les plateaux repas, c'est déjà une grosse industrie parce que c'est quand même des milliers de prestations par jour. Parce que un 747 qui décolle pour l'autre bout du monde, c'est probablement 3 prestations repas, donc probablement un repas, un petit déjeuner, puis une petite collation en plus. Donc ça fait en gros 400 fois 3, ça fait déjà 1200 repas rien que pour un vol à destination de l'autre bout du monde, multiplié par le nombre de vols. Vous avez donc la police, c'est vrai, vous avez le cargo, la maintenance, les routes, le ferroviaire, parce que c'est... Au début, l'aéroport, on considérait que c'était quand même une infrastructure qu'il fallait mettre sur le côté, parce qu'évidemment ça fait du bruit, donc on le mettait à l'extérieur des villes, et plus on avance, plus on se rend compte d'une fusion de l'infrastructure avec la ville. L'aéroport n'est plus seulement un objet qui est connecté à la ville, il devient une ville, il est rattrapé par la ville. Certes,
Donc on y amène le transport ferroviaire, d'abord le RER, maintenant le TGV, parce qu'on se rend bien compte qu'en fait, il ne faut pas amener le TGV à Paris et puis ramener les personnes à Roissy, donc on met le TGV dans Roissy. Puis il y a aussi un centre commercial, Aéroville, parce que l'aéroport de Paris, son but c'est de faire prospérer son foncier, et donc la ville, en fait, se fusionne avec l'infrastructure. C'est une notion un peu complexe à faire comprendre, mais qui est apparue aux alentours des années 90-2000. L'aéroport n'est plus une infrastructure, ça n'est plus un simple maillon, ça devient vraiment une ville à part entière, je pense. Et puis, dans cet aspect ville, il y a l'ensemble du parc hôtelier. Orly et Roissy sont des pôles de congrès, de réunions. C'est une sorte de... Enfin, c'est pas la défense, parce qu'il n'y a pas des sièges sociaux d'entreprises autres que celles liées à l'aéroport, mais en tout cas, c'est une zone où on travaille aussi pour des personnes du secteur tertiaire. Oui, alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup... Alors, quand on regarde une carte d'Île-de-France en termes d'emploi, il y a quand même une énorme concentration d'emplois, mais c'est vrai avec très peu d'employeurs. Parce que les grands employeurs, c'est la compagnie aérienne Air France, par exemple, avec 40 000 salariés. Donc, c'est vrai que d'un coup, par rapport à la Défense ou à Paris 8, ça crée quand même un gros pôle d'emploi, mais avec une faible densité d'employeurs. Après, au niveau hôtel, c'est un des pôles les plus importants en hôtellerie. Il y a 8000 chambres, je crois, disposées autour de Roissy. Donc, c'est vraiment un pôle immense. Et alors, on voit quelque chose qui se développe avec les années, et notamment ces 10 dernières années, c'est qu'il y a du tourisme dans les aéroports. En effet, du tourisme d'affaires, des gens viennent se rencontrer uniquement dans l'aéroport. Il y a aussi du tourisme médical qui se développe. Alors pas à Roissy, mais c'est vrai qu'il y a des aéroports, par exemple, en Tunisie ou en Asie, des aéroports qui sont uniquement liés à un certain nombre de cliniques qui sont autour. On peut avoir des pôles universitaires également. Après, même si il y a peu de sièges sociaux à Roissy, en dehors d'Aéroports de Paris et d'Air France, il faut quand même noter que au long du corridor aéroportuaire, c'est-à-dire une section qui relie Paris à Roissy, c'est-à-dire en gros l'autoroute A1, donc une grande partie du 93, il y a quand même un grand nombre de sièges sociaux qui se sont implantés là, je ne pense pas par hasard. C'est le cas de SFR, c'est le cas de L'Oréal, c'est le cas de Voie et de vente privée. C'est tout un ensemble de sièges sociaux qui peuvent ou pas être liés d'ailleurs à des entrepôts et à de la logistique, c'est le cas de vente privée. Je pense qu'il faut voir au-delà de Roissy, il faut regarder ce corridor aéroportuaire. On dit que en plus ces gros aéroports sont un peu comme des hubs physiques, c'est-à-dire ce ne sont pas des données qui viennent s'y rencontrer, mais ce sont des gens. C'est lié au fait que ce soit un hub, donc on peut avoir des correspondances assez rapides, venir de 4 coins du monde en même temps et se retrouver là. Et on dit que les grands aéroports, dont Roissy, ils ont une zone d'influence qui va jusqu'à 90 km. Donc 90 km autour, un certain nombre d'entreprises peuvent s'installer là parce qu'il y a une force d'attractivité. C'est un pôle urbain en fait aussi fort que vous pouvez être les gares au 19e siècle. Et puis il y a peut-être un paradoxe dans les aéroports, c'est que aujourd'hui, donc, il se développe énormément et pour autant, il y a un rapport un peu contrasté. C'est pas forcément un lieu où on aime aller, peut-être à cause des contrôles de sécurité. Alors que par exemple, quand Orly a été construit, on allait, alors il y a la fameuse chanson de Gilbert Bécaud, mais on allait le dimanche à Orly, où il y avait des cinémas, on allait prendre un verre sur la terrasse, donc qui a été fermée après un attentat, mais enfin, c'était un lieu de vie, comme on va maintenant dans les centres commerciaux aux Quatre Temps ou ailleurs. Alors que l'aéroport, du moins pour les passagers, ne semble pas un lieu de vie, mais plutôt un lieu de transit. Oui, ben c'est tout le paradoxe de l'affaire, c'est-à-dire que quand on pense voyage aérien, on a tendance à penser quand même pas certain élitisme, mais un certain art de vivre, une certaine façon de voyager. Et la contradiction, c'est que l'aéroport, c'est pas un lieu très agréable. En tout cas, Roissy. Et Roissy bénéficie à ce sujet d'une assez mauvaise image. Donc effectivement, il y a une question de contrôle des passagers et éviter qu'il y ait peut-être trop de monde qui aille pour des activités ludiques, ce qui gêne après les activités et les avantages de flux. Aéroportuaire, oui. À une époque, à Orly, il y avait beaucoup de monde, 4 millions de gens, 4 millions de visiteurs qui venaient là pour faire du tourisme, parce qu'il y avait des cinémas, il y avait des restaurants, il y avait des terrasses. Aéroport de Paris a essayé dès les années 65, 70 de supprimer, de couper court à ça. Alors du coup, ils ont caché la vue des avions, ils ont interdit les terrasses de toute manière, rendu payant les parkings de manière assez chère, et ça s'est continué pendant plusieurs décennies. L'aéroport, on ne devait pas y aller pour autre chose que prendre l'avion. Maintenant, ça a tendance à changer. Aéroport de Paris, il y a quand même volonté de faire fructifier son foncier. Alors, à Roissy, ils ont construit Aéroville. Certes, ça n'est pas dans l'aéroport, c'est un peu en marge. Mais à l'intérieur, il y a quand même un travail très important qui est fait pour
donner plus envie, pour faire aimer le lieu. Roissy était très mal noté dans les catégories internationales, enfin dans la qualification des aéroports, parce que les toilettes étaient payantes, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de services. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs que Paul Andreu, lui, avait toujours refusé de mettre par exemple des boutiques. Il voulait pas tellement. Il voulait faire des aéroports. Il voulait pas faire fructifier la recette annexe en fait. Ça lui plaisait pas beaucoup, le duty free comme on l'appelle maintenant, que ce soit boutique en partie publique ou en partie réservée. Depuis, on va dire une bonne décennie, en tout cas depuis que Aéroport de Paris est devenu une société anonyme en 2005, et puis ça s'est développé de plus en plus, faire des belles boutiques, faire venir le luxe, faire venir les fast-foods, faire venir un ensemble de services pour faire plaisir aux passagers. C'est décrié parce que, évidemment, les compagnies aériennes, elles sont pas tout à fait d'accord parce que c'est Aéroport de Paris qui profite en fait de leurs clients. C'est comme si vous achetiez un pas de porte et que quelqu'un d'autre en profitait. Et puis c'est décrié parce que les concepteurs d'aéroports n'aiment pas beaucoup ça. Mais malgré tout, je pense que ça aide à faire aimer l'aéroport. C'est paradoxal parce que on aimerait qu'il n'y ait que des avions, que ce soit une chose parfaite, mais en fait, la plupart des passagers, dès qu'ils montent dans l'avion, en général, ils baissent le store du hublot, ils ne voient même pas ce qu'il y a dehors. Et donc, je pense que ça correspond à un état du monde, c'est les gens, voilà, ils préfèrent passer du temps dans les boutiques entre deux vols plutôt que de regarder les avions. Donc c'est une nécessité en termes financiers parce que ça permet de rentabiliser les loyers des boutiques, permet de rentabiliser les investissements énormes que ça représente parce que construire un terminal de nos jours c'est 600-700 millions d'euros, donc c'est quand même beaucoup. Donc ça permet d'avoir un peu de rendement financier puis ça permet de faire plaisir à une certaine frange de passagers. C'est vrai que le duty free est un élément incontournable du voyage. Alors, en plus, on a l'impression qu'on achète moins cher, c'est-à-dire que c'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, ça fait partie d'une manière de voyager. Oui. De nos jours, c'est incontournable. Un grand aéroport, c'est d'abord et avant tout maintenant un grand centre commercial. Et d'ailleurs, je pense que dans les années à venir, dans les 20 à 30 ans à venir, la recette annexe, ça sera presque l'avion et la redevance aéroportuaire. La recette principale, ça sera les boutiques. C'est une sorte d'état du monde qui pousse beaucoup de choses dans cette direction-là. Et les boutiques dans les aéroports, ça fait partie de l'appréciation pour les gens. Les beaux restaurants, par exemple, à l'aéroport de Paris veut que dans chaque terminal, il y ait un restaurant géré par un étoilé. Non pas un restaurant étoilé, mais géré par un étoilé. Donc du coup, ils font appel à Thierry et Marx, soit des grands noms de ce genre, pour faire des beaux espaces avec des cartes assez chères. Mais ça correspond à une clientèle. Parce que le problème de l'aéroport, c'est qu'il ne peut pas trier, il n'a pas de cible marketing. Un supermarché, s'il se positionne sur un créneau de gamme bio, il va faire venir telle frange de la population. Tel autre supermarché, s'il se place sur le hard discount, il va faire venir encore une autre population. L'aéroport, il ne peut pas choisir sa cible. Tout le monde vient. Donc vous avez les sacs à dos ou les ultra-luxe. Donc il faut arriver à faire plaisir à toute cette frange de population différente. Et donc c'est un peu le grand écart marketing, c'est pas facile. Et je pense que c'est aussi pour cette raison que les espaces commerciaux se multiplient en surface et qu'on retrouve aussi, au-delà des espaces commerciaux, il y a les fameux lounges, les salons réservés pour la clientèle business, la clientèle première. C'est des surfaces qui n'existaient pas à l'origine de l'aéroport et qui maintenant il faut trouver des surfaces énormes, c'est-à-dire on parle de 1000 à 5000 mètres carrés, c'est quand même pas rien dans des structures existantes. Et ça permet comme ça de retrier à l'intérieur des clientèles pour leur faire plaisir. Et alors, hormis ces évolutions-là que vous avez évoquées, qu'est-ce que vous voyez d'autre comme grande évolution entre 1974 et aujourd'hui, soit dans l'architecture, soit dans la manière de concevoir l'aéroport? Est-ce qu'on pense un aéroport aujourd'hui de la même manière qu'on le pensait en 1960 quand Paul Andreu a commencé à faire les premiers plans? C'est pas une question facile ça. Quelle est la différence? Alors, c'est qu'à l'époque, ce qu'on peut dire, c'est que les masses d'argent n'étaient pas du tout les mêmes. Donc, et les masses de passagers non plus, parce qu'on a conçu Roissy 1, le premier terminal, pour 10 millions de passagers. Donc, ce qui était déjà quand même une grosse aérogare à l'époque, mais c'était 10 millions de passagers. Maintenant, quand on conçoit un aéroport, on conçoit plutôt pour 100 millions de passagers. Donc, c'est quand même, c'est pas du tout la même échelle. Roissy, ça a été... C'est vrai, le premier terminal, 10 millions de passagers. Ensuite, on a fait le terminal 2 à destination exclusive d'Air France. On l'a fait en petites unités, les unes après les autres, pour environ 5 millions de passagers par unité. Parce que tout simplement, il n'y avait pas forcément les moyens. Il fallait toujours
être en adéquation entre les rentrées financières d'Aéroports de Paris et ce qu'il pouvait faire. C'était un organisme public, mais qui se finançait quand même de manière bancaire. Donc il y avait comme ça une conception assez étagée des choses. Et plus en fait on a avancé, plus les superficies ont augmenté, plus la quantité de gens ont augmenté. Le terminal 2, la première section, c'est-à-dire la section A ou B, enfin, en gros c'est 50 000 m² par unité. 50 000 pour la A, 50 000 pour la B, 50 000 pour la C, 50 000 pour la D. Une fois qu'on est arrivé au bout, on a construit le 2F. Alors là, je crois qu'on est passé tout de suite à 150 000 m². Donc on est déjà quasiment à plus du double d'une des unités précédentes. Donc il y a une augmentation des superficies. Quand on est passé au E, on est passé à 200 000 m². Donc on a encore augmenté les surfaces. Et ça, c'est un mouvement perpétuel. Le transport aérien est un des rares univers où on est quasi sûr d'augmentation du trafic. Dans les années 60-70, on savait que le trafic doublait tous les 5 ans. C'est quand même énorme de doubler tous les 5 ans. Maintenant, on est sur des perspectives un peu moindres. L'aéroport de Paris, je crois, fait une croissance de 2 à 3% de la plateforme par an, ce qui n'est pas énorme. Mais quand même, on sait que l'aéroport de Roissy, à l'horizon 2020-2024, c'est-à-dire les JO de Paris, sera à saturation. Donc on ne pourra plus recevoir de nouvelles compagnies, on ne pourra plus recevoir d'avions. On sera à 70-80 millions de passagers. Donc Aéroport de Paris met déjà en chantier le Terminal 4, qui est la future unité, dont la première tranche pourrait être 2024, mais qui sera un terminal qui s'étalera aux alentours de 2030-2040. Et c'est un terminal qu'on conçoit pour 40 millions de passagers. Donc 4 fois le nombre de passagers du Terminal 1. Et ça, c'est difficile c'est de la prospective qu'on n'imagine pas bien quand on n'est pas dans ce genre de milieu-là. C'est de devoir penser déjà à une échéance de 10, 20 à 30 ans et de penser dans des proportions de volume énormes. Et de concevoir aussi un bâtiment avec les moyens d'aujourd'hui, ou la pensée d'un bâtiment aujourd'hui, alors que dans 30 ans, les matériaux seront différents, ou les manières de concevoir sera différentes. Ah, mais c'est toute la difficulté pour les architectes de l'aéroport de Paris et les ingénieurs, c'est d'imaginer ce que sera l'aéroport dans 20 à 30 ans. Parce qu'il ne faut pas concevoir quelque chose aujourd'hui qui serait ringard à l'inauguration. C'est toute la difficulté, et je pense qu'il s'y penche de manière très importante. Je sais que le COMEX de l'aéroport de Paris est allé en février 2018 visiter des startups en Californie pour voir quel serait l'aéroport de demain, s'interroger sur l'aéroport de demain. Est-ce qu'il y aura encore des boutiques? Est-ce qu'il y aura encore des voitures? Est-ce qu'on prendra l'avion de la même manière? Parce que les millénials, c'est un peu la génération d'aujourd'hui, les 20-30 ans, très connectés, dans 20 à 30 ans, ils auront 50 ans. Donc qu'est-ce que sera la nouvelle génération? Donc c'est pas facile du tout. Mais de toute façon, ça s'est posé à toutes ces époques, cette problématique. Le Terminal 1, il a été conçu 68-69, inauguré en 74, et déjà en 72, Paul Andreu sait que c'est pas la solution idoine. Ce qu'il a conçu, qui va être inauguré 2 ans plus tard, il commence à dessiner le Terminal 2 pour Air France, tout en sachant que le Terminal 1 a ses limites. Donc, il n'y a pas de solution unique pour les aéroports. À chaque fois, il faut reconstruire une nouvelle proposition, et finalement, il me semble que chaque génération d'aérogares, en fait, est un peu un prototype. Le Terminal 1 étant un prototype qui n'a pas eu de succession, d'une certaine manière. Par contre, le Terminal 2 s'inscrit dans un ensemble de prototypes mondiaux assez connus. Et le Terminal 4, le futur, c'est aussi une autre variante de terminaux comme les Turcs viennent d'inaugurer ou comme à Pékin va être inauguré. Alors, vous évoquez les extensions. Il y a eu l'accident de 2004 où le terminal E s'est effondré. Donc là, c'était un coup dur dans la partie d'extension, parce qu'il y a eu quand même 4 morts suite à cet effondrement. Oui, c'est un événement très triste, ça, et qui a saboté complètement la retraite et la quiétude de Paul Andreu, parce qu'il était... Alors, Paul Andreu est parti à la retraite en 2002-2003, donc 1 an avant l'effondrement. Je pense que ça l'a beaucoup affecté. En tout cas, il ne pouvait plus construire en France après. C'est quand même un coup très dur pour un architecte, alors qu'il avait beaucoup de projets. Il a réussi quand même à faire l'Opéra de Pékin, un chef-d'œuvre, l'un des monuments les plus visités de Pékin maintenant, que je vous invite à aller regarder sur Google, parce que c'est vraiment un bâtiment magnifique. Et c'est très triste, parce que Paul Andreu, toute sa vie, c'est un mélange d'un esprit très cartésien à la française, parce que c'était un ingénieur. Il ne voyait pas le bâtiment autre comme un programme, donc des mètres carrés, le bâtiment fait ci, fait ça. Et en même temps, il y a insufflé une sorte de poésie géométrique. Il y a quand même une inventivité assez forte, mais très cartésienne, très contrôlée, très ordonnée. Et toute sa vie, il a voulu faire des merveilles. Le Terminal 1,
Le terminal 1 repose sur un ensemble de pilotis. Chaque pilotis peut soutenir 10 000 tonnes, quand la Tour Eiffel n'en pèse que 6 000. C'est vraiment un bâtiment monstrueux, extrêmement bien dessiné dans chaque recoin, hein. Même le plafond, les gaines d'aération sont dessinées. Ensuite, il a fait le terminal 2, A, B, C, D, les tuiles. Bon, c'est une architecture un peu plus basique, mais c'était à la demande d'Air France. Il fallait faire une aérogare économique, simple, souple d'exploitation. Et après, il a enchaîné avec le terminal 2F, qui est pour moi une chapelle Sixtine, vraiment un édifice qui n'est pas assez regardé, assez vu. Évidemment, parce que c'est une partie réservée, il faut forcément avoir un billet d'avion pour y aller, mais cette espèce de péninsule tout de verre sans pilotis, c'est une prouesse d'ingénierie. À une époque où l'ordinateur début années 90, on en est qu'au balbutiement du calcul vectoriel. Et lui a fait tous les calculs de membrure, de structure, d'effort. Vraiment, le terminal 2F, c'est un peu, pour moi, un chef-d'œuvre de Paul Andreu. Et il a voulu encore pousser beaucoup, beaucoup plus loin le génie d'ingénierie, en fait, parce que il était à la fois architecte et ingénieur. Il a voulu aller beaucoup plus loin, peut-être trop loin avec le terminal 2E, en tout cas la jetée, qui est la partie en contact avec les avions. Du point de vue de l'ingénierie et de la pensée structurelle, c'est un bâtiment absolument magnifique, parce que c'était des voussoirs de béton comme un tunnel qui fonctionnait en compression avec une membrane de verre autour fonctionnant en tension. Enfin, c'est un fonctionnement extrêmement complexe du bâtiment. Et là, ça n'a pas marché, ça s'est effondré, ça n'arrive jamais, une architecture contemporaine qui s'effondre. Enfin, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Du coup, Aéroport de Paris a été tout l'ouvrage, à tout retirer. Ça a mis 4 ans. Alors, du coup, pendant 4 ans, Air France a été privé d'un outil très très important pour son hub. Et après, Aéroport de Paris a reconstruit une structure un peu plus simple en treillis métallique. Mais c'est vraiment dommage. D'ailleurs, le procès n'a toujours pas eu lieu parce que on est en 2018-2019, donc ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant. Mais pour avoir lu les rapports d'expertise, il est très difficile de trouver très très difficile de trouver enfin, je ne suis pas juge, mais de trouver les responsables. Hein, oui. parce que l'architecte, a priori, il dessine. Si on lui dit non, il ne le fait pas. Mais les bureaux d'études n'ont pas dit que c'était infaisable. Les bureaux de calcul n'ont pas dit que c'était infaisable. Les bureaux de contrôle n'ont pas mis leur veto. Les entreprises n'ont pas trouvé ça infaisable non plus. Personne n'a trouvé ça infaisable à faire. Et voilà, donc c'est une histoire triste qui a mis un mauvais coup de projecteur à Roissy qui n'en avait pas besoin en plus. Alors, vous avez évoqué le terminal de F et puis ce nouveau. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le béton maintenant a disparu et c'est davantage le bois, en tout cas pour le décor, et puis l'acier et le verre. Oui, c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Le Paul Andreu, il était dans une tradition française d'architecte avec Auguste Perret, avec Claude Parent. On faisait pas du brutalisme, mais du béton brut. Ça, c'est une tradition française assez forte et beaucoup de bâtiments construits en France, ainsi le quartier Mériadec à Bordeaux ou le Stade des Princes à Paris. C'était une tradition, mais le béton a pas forcément bonne presse, parce que c'est un peu le matériau des ouvrages d'art. Alors Paul Andreu aimait beaucoup jouer avec sa plastique, parce que le béton on peut le mouler, on peut en faire ce qu'on veut, mais malgré tout l'acier est un peu plus souple à la mise en œuvre. C'est plus léger, on peut faire des structures préfabriquées qu'on peut amener, ça peut aller plus vite, c'est plus facile de faire des modifications aussi, et surtout que les nouveaux bâtiments, comme les nouveaux halls d'embarquement, le S2 et le S3, les halls L et M liés à... Alors c'est un peu compliqué les dominations, mais ce sont les deux derniers grands terminaux, salles d'embarquement de Roissy, ont été construits avec des qualifications HQE, en tout cas des bâtiments très... qualité environnementale. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, beaucoup de bois, beaucoup de métal, parce qu'il faut à la fois penser à la construction, mais aussi la déconstruction. Et puis, il faut mettre 20% de bois, parce que pour diminuer l'empreinte carbone. Donc, l'architecture n'a pas changé à cause des architectes, mais l'architecture change parce que les besoins environnementaux se font plus prégnants. Alors il y a un reproche de Savigny qui est souvent fait à l'architecture contemporaine, c'est l'uniformité ou l'uniformisation. On a l'impression que ce soit Paris ou Londres ou ressemble, il y a la même chose que Shanghai ou Pékin. Ouais. Et pareil pour les aéroports. Est-ce que malgré tout, il y a une patte française à Roissy qui le distingue d'un Heathrow ou de Dubaï ou de l'aéroport de Shanghai? J'aurais tendance à dire que non. Il n'y a pas de spécificité. Je me souviens qu'à l'époque du terminal de la construction du terminal 1, des élites avaient demandé à Paul Andreu de faire un bâtiment un peu français. Donc en rigolant, les architectes disaient qu'ils allaient disposer du personnel avec un béret et une baguette dans les couloirs pour faire français. Mais c'est pas facile de trouver
un aspect français. Paul Ondreux, pour le coup, était assez attaché à essayer de donner un esprit du lieu à chaque fois qu'il construisait un aéroport dans le monde, parce qu'il n'en a pas construit qu'à Paris. Aux Émirats arabes, enfin je ne sais plus dans quel pays de la péninsule arabique il a construit un aéroport dans les années 70, en s'inspirant des traditions bédouines, avec des carrelages éclatés, donner vraiment un aspect de tente ronde à l'aérogare. Il a fait un concours aussi pour un aéroport dans la péninsule sud-asiatique, en s'inspirant des pagodes, mais un concours perdu. C'est pas facile pour un aéroport de donner un esprit local. J'ai envie de dire, c'est quasiment impossible. Est-ce qu'il y a une spécificité française? Non, je ne crois pas. Après, ce sont les boutiques que vous mettez à l'intérieur. C'est sûr qu'à Paris, vous allez trouver la durée, du foie gras et du vin français, ce qui n'est pas le cas dans les pays étrangers. L'uniformité, c'est vrai que le problème de l'aéroport, c'est que une infrastructure c'est un paysage intermédiaire, c'est-à-dire entre le paysage et le bâtiment. Parce que l'Opéra de Sydney, évidemment, vous pouvez le prendre en photo. Ensuite, les Pyrénées, c'est vraiment un paysage immense. L'aéroport, c'est un peu à mi-chemin. Vous pouvez très difficilement prendre en photo les terminaux, donc l'architecture, elle est difficile à concevoir du point de vue d'un bâtiment iconique, en fait. Et ce qui compte plus, c'est le sentiment du passager, l'expérience design intérieur, l'ergonomie du lieu, son confort. Et je pense aussi que ça change l'architecture. Quelques architectes essayent de donner un truc à l'aérogare pour qu'elle soit notable. Alors le terminal de Los Angeles, le terminal international, il a été dessiné avec une certaine patte. L'aéroport de Madrid-Barajas aussi, une certaine patte, mais qui n'est pas lié à une localisation, qui est juste un fait d'architecture. Celui de Roissy n'a pas à part le terminal 1, on ne peut pas dire qu'il y ait des faits d'architecture notables du point de vue extérieur, à part le 2F, enfin moi les péninsules de verre, mais il faut être dedans pour les voir. Donc oui, c'est triste, mais c'est difficile de lutter contre cette uniformisation. On n'allait pas faire l'aéroport de Roissy, on aurait pu, hein, mais difficile de le faire comme un pastiche de Versailles, avec de la brique rouge et de la pierre meulière, je l'imagine assez mal. Alors, et c'est aussi une caractéristique, c'est que vous l'avez dit, l'aéroport, on ne le voit jamais dans son entier. Alors, dans votre ouvrage, on a de très belles photos vues du ciel, donc on a une vision de l'aéroport. Mais sinon, pour le passager, alors d'abord, c'est à l'intérieur qu'on en prend vraiment conscience, et on ne le voit jamais dans sa totalité. Oui, ben c'est toute la difficulté. Alors du coup, il faut faire en sorte que l'aéroport soit un lieu chaleureux et accueillant. L'IATA, qui est l'Association internationale du transport aérien, édicte un certain nombre de règles, parmi lesquelles, à une aérogare, ça doit être 10 000 m² par million de passagers. Roissy, ils essayent de tourner sur les nouvelles aérogares à 15 000 m² par million de passagers, ce qui est déjà beaucoup. Alors les Chinois, enfin en tout cas en Asie, ils sont plutôt carrément à 20 000 m² par million de passagers. Alors ça donne des superficies immenses. Alors c'est un peu en démultipliant la surface, en gonflant les aérogares, qu'on arrive comme ça à donner des sensations d'espace, pas d'espace confiné en tout cas. Mais c'est une vraie lutte et qui repose sur beaucoup d'outils, la sympathie du personnel, la sympathie des personnes de la compagnie aérienne, la qualité des restaurants, la qualité des toilettes, la qualité de la dépose voiture. C'est tout un ensemble très très compliqué à mettre en œuvre. C'est une vraie usine avec beaucoup d'intervenants différents, les services de nettoyage, les traiteurs. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut gérer dans des infrastructures existantes ou alors en construction. Et puis il faut gérer ça avec 5 à 6% de croissance du trafic passager en même temps, c'est-à-dire des volumes en augmentation tous les ans. En plus, Roissy, c'est un bassin d'emploi assez compliqué. C'est très politiquement incorrect, je crois, de le dire, mais Aéroport de Paris en est très conscient. On est au milieu du 93. Donc le personnel qui est embauché pour être au contact des passagers, il y a toute une éducation parfois à faire. Une éducation du savoir-vivre, du savoir présenter. Et je sais que Augustin de Romanet, le PDG d'Aéroports de Paris, quand il a fait ses premiers vœux en tant que nouveau PDG, alors je ne sais plus l'époque, c'était il y a quelques années, a utilisé l'image des hôtels de luxe. Il faut que l'Aéroport de Paris soit un hôtel de luxe, que les passagers, en particulier asiatiques, parce qu'on en draine beaucoup, se sentent bien accueillis. Alors dernière question, Julien Scavini, parce que notre émission touche à sa fin, mais comme vous êtes tailleur et que c'est votre métier, on voit dans votre ouvrage beaucoup de photos des hôtesses de l'air ou des stewards, et donc les vêtements de ces personnes. Là aussi, il y a une évolution.
votre regard de tailleur peut-être sur cette évolution de la manière de présenter les hôtesses de l'air, qui montre aussi l'évolution qu'on a par rapport, enfin le rapport à l'aviation et au voyage qui a évolué. Ah oui, bah complètement, parce que quand on inaugure Roissy en 74, la tenue est dessinée par Courrèges, elle est vert fluo. Les hôtesses pas les hôtesses d'aéroport de Paris ont des petits macarons au-dessus de la tête. Chez Air France, c'est toujours une grande tradition. Mais le fait est qu'avec le temps, la clientèle a changé. À l'époque, c'était la jet set, enfin en tout cas une certaine frange aisée qui voyageait. L'essor du transport aérien, sa démocratisation a fait que les passagers eux-mêmes ne viennent plus prendre l'avion en dimanche, comme ça pouvait être le cas à une époque. Et donc, il y a pu avoir un certain relâchement. Et en tout cas, c'est pas évident parce que pour les compagnies, alors que ce soit les compagnies aériennes ou Aéroports de Paris, il faut avoir une présence, il faut avoir un esprit de marque, il faut présenter. Alors l'uniforme a toujours une certaine valeur dans l'aérien, autant dans la banque, tous les banquiers sont habillés de manière vraiment très basique maintenant. Dans les hôtels, c'est quand même assez rare, ou les restaurants, d'avoir des belles livrées. Dans les aéroports, dans les compagnies aériennes, il y a quand même un certain goût encore. Encore peut-être plus d'ailleurs chez les compagnies asiatiques et les compagnies du Golfe, où en plus il y a une image de la femme qui est un peu particulière, donc on essaye de l'habiller d'une manière vraiment très précise, très précieuse. Chez Air France, il y a toujours une grande tradition. Aéroport de Paris va bientôt inaugurer son nouvel uniforme par Jean-Charles de Castelbajac, je crois, en début d'année. Donc il y a quand même encore un certain attrait. Même si la clientèle a changé, même si ça s'est démocratisé, il faut quand même continuer d'incarner la fonction. Eh bien, merci beaucoup, Julien Scavini, d'avoir évoqué l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Je rappelle donc votre ouvrage consacré à cet aéroport que l'on trouve dans toutes les librairies, qu'on peut commander en librairie. Et puis, votre blog, Steve Collard, justement consacré à l'art tailleur et à votre métier donc de tailleur. Merci pour votre fidélité à nos émissions et à bientôt.